Santé a mis en place en 1932 l'étude de la syphilis à Tuskegee. L'idée était que les Afro-Américains réagissaient différemment des Blancs américains à la syphilis. Ainsi, vu que les Blancs américains étaient des intellectuels, la syphilis agissait sur leur cerveau, alors qu'elle agissait sur le cœur des Afro-Américains qui étaient des travailleurs manuels. Des médecins et des infirmières noirs ont été volontaires pour participer à cette étude, pensant que leur aide allait permettre à ces malades de guérir. On m'a dit que c'était une étude faite sur des personnes souffrant de la syphilis. J'ai toujours été intéressée par la recherche. J'ai donc été ravie d'y participer. Mais cette implication du corps médical noir n'a pas permis de protéger les malades. Ils n'ont pas eu leur consentement. Ils ne leur ont même pas demandé leur accord. Aucune autorisation n'a été demandée. Au total, 600 hommes noirs ont participé à l'étude de Tuskegee. Ils les ont séparés en deux groupes. Un groupe d'hommes était contrôlé, ce groupe n'avait pas la syphilis. L'autre groupe était formé d'hommes atteints par la maladie. Ces hommes étaient tous originaires des environs. La plupart ne savaient même pas ce qu'était la syphilis. On leur a dit qu'ils avaient des problèmes sanguins et qu'ils devaient continuer à venir à la clinique afin d'être suivis et soignés. Ils venaient de la campagne et avaient très peu, voire pas du tout d'éducation. Ils devaient signer un papier et la plupart d'entre eux faisaient une croix en guise de signature. Je devais alors trouver 2 personnes pour vérifier leur croix. Ces hommes étaient persuadés que c'était un vrai programme médical et qu'ils étaient chanceux de pouvoir consulter un médecin. Afin d'encourager la participation à ce projet, on promettait 50 $ aux familles en cas de décès. Cette somme d'argent était énorme et allait leur permettre de l'enterrer dignement dans un beau cercueil et dans un beau costume. C'était à peu près le coût d'un enterrement de l'époque. Le développement de la syphilis dans le corps était enregistré et suite au décès, des autopsies étaient pratiquées. Mais en 1947, 15 ans après le début de cette étude, le vaccin de la syphilis a été découvert. Ces hommes ne le savaient évidemment pas. Même la pénicilline qui a été inventée après et qui aurait pu les soulager ne leur a pas été donnée. Cela aurait soi-disant ruiné l'expérience. Continuer l'étude de la syphilis non traitée sur ces hommes noirs était absolument inhumain. Personne ne sait exactement combien d'hommes sont décédés suite à ce non-traitement dans les 20 années qui suivirent. Dans les années 60, les Noirs ont obtenu plus de droits civiques et des questions ont commencé à être posées. La première fois que j'ai entendu parler de cette étude, c'était en 1969, lorsqu'un médecin me l'a dévoilée. Il se sentait mal à l'aise devant les méthodes utilisées. L'étude a finalement été arrêtée en 1972 lorsqu'elle a été déclarée contraire à l'éthique. Lorsque j'ai lu ça dans le journal, j'étais très en colère. Je me suis sentie utilisée. On s'est servi de moi à mon insu. Je n'avais aucun contrôle sur ça. Ce projet était soutenu et financé par le gouvernement. Ils ont fermé les yeux tout simplement parce qu'ils ne considéraient pas la communauté noire comme étant indispensable. C'était une race inférieure pour eux. Le 16 mai 1997, 65 ans après le début de cette étude, le président Bill Clinton s'est publiquement excusé des atrocités de Tuskegee. We can look at you in the eye and finally say, on behalf of the American people, what the United States government did was shameful, and I am sorry. Pour les survivants présents et les proches des victimes, ce fut un jour plein d'émotions. Ce fut une cérémonie extrêmement émouvante. Je regardais les survivants et je pensais à mon père, à cette atrocité. J'étais très amer et très heureux en même temps. Un groupe de personnes utilisées pour une expérience médicale, un complot qui a vraiment existé, cela peut-il se reproduire? Le seul héritage de l'étude de Tuskegee a été d'établir des garanties pour chaque projet de recherche actuel.
Si nos lois sont respectées, cela ne se reproduira plus jamais. Malgré de telles mesures, le terrible héritage de Tuskegee a laissé un goût très amer pour la communauté noire des États-Unis. Certains pensent que les autorités essaient toujours de les éliminer. Le développement du virus du sida est le résultat d'un siècle de chasse à un cancer contagieux qui sélectionne ses victimes. Chaque fois que je pense qu'il existe une maladie qui touche disproportionnellement la communauté noire, la réalité de notre histoire avec ces expériences du gouvernement me revient à l'esprit. Comment allons-nous interpréter ce nouveau fléau? Le sida, le fléau des temps modernes. Plus de 18 millions de morts et environ 34 millions de personnes infectées. Personne ne sait réellement d'où vient ce virus. À moins que... L'un des complots est que le virus HIV est le résultat d'une guerre biologique. Selon les études scientifiques effectuées, le vaccin qui a été donné aux homosexuels de New York et aux Africains en 1974 est à l'origine du sida. En bref, le sida n'est pas un accident. Les vaccins transmis à des populations vulnérables étaient contaminés par le HIV. Si cela est vrai, on peut se demander pourquoi. Pour croire à cette théorie du sida intentionnel, il suffit de regarder les résultats actuels. Il y a de cela 50 ans, la priorité de la sécurité nationale était apparemment la surpopulation de l'Afrique. Ce continent était trop peuplé et les autorités devaient s'occuper de ce problème. Aux États-Unis, 73% des malades du sida sont noirs ou hispaniques. Et c'est sans compter la disparition de la moitié de la communauté homosexuelle. L'Afrique dépeint une image terrifiante de racisme. Mais les experts médicaux remettent en question de telles théories. Tout comme d'autres scientifiques, je sais qu'un tel programme n'a jamais existé. Vous n'exposez pas des gens à des agents biologiques pour qu'ils meurent 12 ans après. C'est ridicule. Si le virus du HIV n'a pas été créé pour viser des populations spécifiques, est-il possible qu'il fût involontairement propagé par le vaccin de la polio? En septembre 2000, le journaliste Ed Hooper a déclaré que dans les années 50, les scientifiques travaillant au Congo ont développé le vaccin de la polio à partir de cellules provenant de reins de chimpanzés. Ils ne savaient pas que ces cellules étaient infectées par le virus du HIV. Les scientifiques démentent cette déclaration. Même si le virus du sida avait été présent, il a été scientifiquement prouvé que le développement du vaccin aurait tué ce virus. Si vous comparez la distribution du vaccin avec la répartition du HIV, cette théorie ne tient pas debout. De telles accusations doivent être démenties, pas uniquement pour défendre ma réputation, mais surtout parce que si ces accusations restent en suspens, le public finira par les croire. On ne sait toujours pas d'où vient le HIV. Selon le consensus, il vient des chimpanzés. En d'autres termes, il a dépassé la frontière des espèces. Le virus du HIV s'est développé en Afrique. Selon les scientifiques, il serait passé du chimpanzé à l'homme dans les années 30. Comment cela est-il arrivé? Personne ne le sait. Tout ce que l'on sait, c'est que le HIV fait des ravages. Si un vaccin n'est pas rapidement découvert, il y aura 100 millions de personnes infectées dans les 10 années à venir. Une fois qu'une théorie de complot est lancée, il faut toute une vie pour l'arrêter. C'est le cas de la fluoration, l'ajout de fluorure dans l'eau potable. Si vous avez accès à l'approvisionnement en eau potable, vous détenez le pouvoir d'intoxiquer les populations. Vous avez donc le pouvoir d'engendrer un génocide. L'eau est essentielle, nous en avons tous besoin, et mettre quelque chose dans l'eau potable est absolument criminel. Cela fait 60 ans que le débat sur le fluorure est commencé. La fluoration a même été perçue comme un complot communiste. C'est toujours un sujet brûlant.
Le fluorure est un poison contre les rats, mais c'est également toxique pour les humains. Je n'ai jamais entendu parler d'une étude scientifique prouvant que la fluoration est toxique pour notre santé. C'est une drogue et un poison. Ce que l'on sait, c'est que le fluorure est un élément naturellement présent dans certaines eaux potables. Ça donne malheureusement la fausse impression que c'est sain. La première fluoration artificielle a été découverte aux États-Unis en 1945. L'eau des États-Unis est fluorée et plusieurs générations ont grandi avec. Elles ont d'ailleurs de très belles dents. Dans le monde, il y a 300 millions de personnes qui boivent de l'eau fluorée depuis 30 ou 40 ans. Mais pour les antifluorures, il ne s'agit pas seulement de la santé dentaire, c'est bien plus grave. C'est une arnaque. C'est un moyen de se débarrasser d'un produit nocif grâce aux reins humains et de gagner de l'argent. La théorie de complot est que le fluorure est un déchet qui est diffusé dans l'eau. Le souci de son traitement est ainsi résolu pour les grosses compagnies. C'est un déchet de l'industrie des engrais. C'est également un déchet suite à la fabrication de briques et de la fonte d'aluminium. L'histoire continue et les industries peuvent vendre du fluorure aux sociétés d'eau au lieu de payer le traitement de ce produit. L'idée qu'il existe un plan génial pour se débarrasser des déchets est une idée fantasque. Mais qu'en est-il de l'argument selon lequel le fluorure est bénéfique pour les dents? Même si de sérieuses preuves le démontrent, certains dentistes insistent sur le fait que l'on en consomme trop. Je ne comprends pas pourquoi ils voudraient ajouter du fluorure dans l'eau alors qu'il y en a déjà bien trop dans les dentifrices. Les gens sont probablement empoisonnés par leur dentifrice. Ceux qui sont pour la fluoration pensent qu'il faut la consommer avec modération. En général, les jeunes enfants avalent le dentifrice, alors on essaie de faire passer le message auprès des mères afin qu'elles ne mettent qu'une petite quantité de dentifrice sur une brosse à dents pour enfants. Les arguments concernant la fluoration cachent peut-être des peurs plus profondes. Le gouvernement ne devrait pas être autorisé à décider seul de ce qui est injecté dans nos corps ou mis dans l'eau approvisionnée. S'ils sont prêts à faire ça, pourquoi un gouvernement peu scrupuleux n'ajouterait pas de la drogue dans l'eau pour contrôler nos esprits? Il devrait même mettre du Prozac dans l'eau et on réélirait le même gouvernement année après année. Le problème avec les théories de complot est que jusqu'au jour où une preuve vient appuyer le doute, elles ne restent que des théories. Le syndrome de la guerre du Golfe en est la parfaite illustration. Si j'étais un vétéran revenu du Golfe, ayant servi dans les services de l'armement et que j'ai développé des maladies pendant les années suivant mon retour, je voudrais avoir des explications. Si on s'attarde sur tous les facteurs impliqués et sur la façon dont on nous a traités, il y a certainement une affaire étouffée. On ne sait pas si elle sera toujours avec nous la semaine prochaine, l'année prochaine. On profite de chaque jour. Le 16 janvier 1991, une alliance multinationale déclarait la guerre à l'Irak et plus de 700 000 hommes de la coalition furent envoyés dans le Golfe. Pour les protéger des armes chimiques et biologiques, les troupes ont reçu une série de vaccins. Les soldats ont commencé à avoir des doutes à leur retour lorsque certains sont tombés malades. Avant d'aller dans le Golfe, j'étais très en forme. Je courais le marathon. À mon retour, j'ai repris l'entraînement et je pouvais à peine faire 8 km. Il n'y a aucun doute sur le fait que cette guerre a eu des effets désastreux sur la santé des soldats britanniques et américains. Il y a ainsi un effet du Golfe sur ces maladies. Cela n'est-il pas seulement un stress post-traumatique? Les officiers militaires, les médecins et les journalistes ont remarqué qu'une guerre moderne est souvent suivie d'une période de maladie pour les troupes. Si vous envoyez des hommes jeunes à la guerre, beaucoup reviennent avec des problèmes psychiatriques et psychologiques. Mais cela ne suffit pas à expliquer les maladies développées après cette guerre. Les maladies de la guerre du Golfe se caractérisent par un nombre ahurissant de symptômes. Je commence à perdre les sensations au bout des doigts. Ils s'engourdissent. Quand je bois de l'eau, je bave comme si j'étais un légume.
Certains vétérans pensent que leurs enfants nés après le conflit ont également été touchés par le syndrome de la guerre du Golfe. Les médecins disent qu'elle a une maladie chronique. Si on lui enlève son conduit d'alimentation, elle mourra rapidement. Des millions de livres ont été dépensés en Grande-Bretagne ainsi qu'aux États-Unis, mais aucune réponse n'a encore été trouvée. Plusieurs théories ont émergé. Entre autres, on nous aurait donné un mélange de drogue, ou alors de l'uranium aurait été placé sur le bout des obus. Je ne pense pas qu'il existe une raison plausible à toutes ces maladies de la guerre du Golfe. Je voudrais connaître la raison. Ainsi, on pourrait mieux s'occuper des vétérans qui se sentent pour la plupart lésés. Ils pensent que le gouvernement n'a pas été à la hauteur. Sans réponse claire, les vétérans se raccrochent aux théories et aux rumeurs. La suggestion la plus plausible serait que le problème viendrait des médicaments qu'ils devaient prendre. Beaucoup de vétérans interrogés pensent qu'ils ont été des cobayes au nom d'une expérience scientifique ou militaire. On connaît les risques. On sait qu'on peut revenir dans un cercueil ou qu'on peut être gravement blessé, mais on était loin de penser qu'on serait utilisé comme des cobayes. Les autorités affirment que le seul intérêt était la sécurité des troupes. Si nos soldats n'avaient pas été complètement protégés contre les armes chimiques et biologiques, nous aurions été coupables d'une énorme négligence. Il existe une autre théorie concernant les médicaments des troupes. Le syndrome de la guerre du Golfe a la même composition que le HIV avec un gène en moins. Les troupes étaient envoyées au Moyen-Orient pour défendre la démocratie mondiale. Sans le savoir, ils se sont fait injecter un vaccin expérimental du sida. Le ministère de la Défense a démenti nous avoir injecté de tels vaccins. Je n'ai jamais utilisé les soldats comme des cobayes, de même qu'aucun ministre du gouvernement britannique. Ce qui sème le doute, c'est que la plupart des dossiers médicaux ont été détruits lorsque les troupes ont quitté le Golfe. Je suis persuadé que les gens qui disposaient de ces dossiers auraient souhaité ne pas les avoir. À mon avis, il s'agit d'une décision bureaucratique ou administrative qui n'a pas été prise à un haut niveau. Ils n'ont pas pensé aux conséquences regrettables de leur acte. Mais les vétérans penchent pour un complot. On sait comment fonctionnent les gouvernements. Ils perdent toujours plein de papiers ou des dossiers. Ils l'ont toujours fait. Il n'est pas question de complot ou d'affaires étouffées. Les vétérans restent sans réponse. Tant qu'ils ne connaissent pas la vérité, ils ne peuvent pas réclamer des dommages et intérêts ou même recevoir un traitement approprié. Le gouvernement ne peut indemniser des personnes qui prétendent avoir été infectées. Aucune somme d'argent ne pourra compenser le fait que ma vie est fichue. Moi, ce que je veux, c'est la vérité, pas de l'argent ou autre chose. Jusqu'à présent, personne n'a confirmé l'existence du syndrome de la guerre du Golfe. Je pense qu'il faut faire très attention, parce que si quelqu'un déclare qu'il n'y a qu'un syndrome, cette personne suggère alors qu'il n'y a qu'une seule cause à tout cela, alors que toutes les recherches qui ont été faites démontrent qu'il y a une multitude de problèmes liés à une multitude de causes. Parmi les vétérans, il y en a qui sont vraiment très malades. C'est indéniable. Certains de leurs symptômes laissent les médecins perplexes. Les plus grands médecins n'ont pas réussi à les expliquer. Tout ce que je souhaite, c'est voir mes filles grandir. Je ne sais pas combien de temps je vais vivre. Le rôle de la recherche médicale est de fournir des réponses aux questions difficiles. Let us be in no doubt about what we are witnessing today, a revolution in medical science whose implications far surpass even the discovery of antibiotics. En juin 2000, le succès d'un énorme projet de recherche était annoncé, ce qui devait nous apporter de nombreuses réponses. Le projet Génome humain est le plus important projet scientifique concernant la vie humaine. Quelques précisions. Le projet Génome humain consiste à dresser une carte précise de la composition de nos gènes, autrement dit, un plan humain. Ils nous ont affirmé qu'ils pourraient identifier les causes des maladies génétiques et que, grâce à une thérapie des gènes, ces maladies pourraient être traitées.
On entrera ainsi dans une nouvelle ère de la médecine, dans laquelle chacun aura un traitement personnalisé en fonction de ses gènes. Sans surprise, et ce parce que l'on parle d'un nouveau monde, ce projet a attiré les théoriciens de complot. Même parmi les scientifiques du monde entier, il y a une grande inquiétude. On joue avec le feu. La possibilité de développer une sous-classe génétique ou une élite génétique, cela fait froid dans le dos. Je ne veux pas qu'on arrive à un point où la science pourra supprimer un être humain avant même de lui avoir laissé une chance de vivre. Une des promesses du projet Génome humain est qu'il sera possible de détecter génétiquement tout problème chez un embryon. Cela soulève évidemment de grandes questions d'éthique, puisque les parents pourront décider de faire naître ou non un enfant handicapé. C'est difficile de savoir par quoi passent les parents d'enfants handicapés, c'est l'enfer. Tout ce qu'ils voient, ce sont des images des handicaps vus dans la presse et dans les médias. La plupart du temps, ces images sont négatives et accablantes. C'est dans ce climat que les parents sont amenés à faire des choix. Les scientifiques impliqués dans ce projet ont un point de vue différent. Les personnes handicapées n'ont pas une vie facile. Et le fait de vouloir baisser le nombre d'handicapés ne veut pas dire qu'on n'aimera pas un enfant né handicapé. L'argument suivant est important. Si l'on réduit ou élimine une maladie, cela augmentera la discrimination envers les personnes ayant cette maladie. Le côté extrême de cette théorie de complot sur la sélection génétique n'est pas que les parents chercheront à éliminer les handicaps, mais à créer un super bébé. Selon les sondages d'opinion, de nombreuses personnes apprécieraient énormément de pouvoir choisir le sexe de leur enfant, ainsi que sa taille, son apparence et son QI. La notion d'intelligence artificielle, autrement dit la création d'une super race de bébés plus forts, plus beaux et plus intelligents, et tout ça sans risque, est complètement absurde. Je pense que tous les parents souhaitent que leur enfant soit très intelligent, très beau et en bonne santé. Il n'y a rien de mal à cela. Cette conception est fausse selon les pro-handicapés. Tous les bébés sont des êtres parfaits. Ils ont chacun leurs caractéristiques, mais ils sont parfaits et forment le puzzle du monde. Cette étude génétique sur les futures générations tient-elle debout? La recherche d'un enfant parfait est utopique, et l'utopie n'existe pas. Pour être franche, je n'aimerais pas vivre dans un monde parfait. J'ai été créé à partir d'un œuf stérile, à cause duquel je suis de petite taille, mais intelligent. Je ne suis pas sûr que j'aurais voulu naître à partir d'un autre œuf qui m'aurait rendu grand et stupide. Non, merci. La sélection naturelle de Darwin a généré des personnes comme Mozart, Shakespeare ou Winston Churchill. Les gènes peuvent faire de merveilleuses choses. Ceux en faveur du projet Génome humain pensent que les personnes contre ce projet exagèrent les choses. Ne pas faire bénéficier des milliers, des dizaines de milliers, voire des millions de personnes de ce projet à cause d'une seule crainte est une énorme erreur. Cela soulèvera certainement tout un tas de problèmes, mais ça serait tellement formidable et miraculeux que les choses se passent mieux. C'est de la science-fiction, mais cela se rapproche de plus en plus de la réalité sociale. Les théories du complot concernant le corps humain sont difficiles à ignorer car le moindre soupçon de vérité signifie qu'elles peuvent tous nous affecter. Le corps est un espace privé. Aucun d'entre nous ne souhaite qu'il devienne une propriété publique. Vouloir supprimer toutes les souffrances et les différences est un objectif irréalisable et immoral. Je suis pour ce projet, car la nature est parfois cruelle. Les gens veulent une réponse simple, même si c'est aucune solution. Il ne se passe pas un seul moment où j'oublie que j'ai le sida.
Les scientifiques que je connais ne peuvent pas tenir leur langue plus de 5 minutes. La confiance, c'est comme la virginité. Une fois qu'on l'a perdue, on ne peut plus revenir en arrière. La peur que quelque chose vienne chez nous la nuit pour prendre nos corps et en faire ce que bon lui semble est une crainte ancestrale pour l'homme.